Et salut à tous et bienvenue sur le Bumpy Podcast, le TPW, pas du tout, le podcast de la TPW. Comme vous voyez, c'est la rentrée, donc nouvelle saison, et on sort de vacances, donc tout est un peu mélangé. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai Alex avec moi. Alex, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très content d'être ici même, Ouais, d'être de retour un peu. de retour, ouais, content, ça faisait un Parce que moment le dernier, depuis... je sais plus, même plus quand c'était, mais c'était il y a un petit temps. C'était WrestleMania, donc c'était il y a 6 mois, quoi. Ah Donc oui! c'était il y a un petit moment. On n'a pas fait de vidéo depuis un petit moment, en tout cas sur la chaîne TPW. Sur l'autre, on a fait quelques vidéos depuis. Et aujourd'hui, on a un invité, pas n'importe lequel, parce que c'est un grand nom du catch français, ancien champion de la TPW, Pierre Booster Fontaine. Pierre, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et puis merci pour la présentation, ça fait plaisir. Mais de Toujours un rien, plaisir. je pense que tu n'es plus trop à présenter, Oui. mais on va le faire quand même. Même si, cela Euh, dit, puisqu'on est sur la chaîne de la TPW, important de souligner que Pierre Booster Fontaine, ici présent, est donc ancien champion TPW, mais qu'à Savagely, il fera pourtant ses débuts au sein de la fédération. et oui. Donc, Exactement, C'est tout exactement. le J'ai paradoxe. toujours été un homme de... Écoute, le mot est exact, j'allais le dire. En fait, j'ai toujours été un homme de paradoxe. Je suis champion, j'ai déjà été champion de TPW sans avoir participé à un show de la TPW, en fait. Je fais jamais rien comme les autres. ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. En petit changement de formule, on va pas faire de review d'un show quel qu'il soit aujourd'hui. Ça va être plutôt une discussion, une interview pure et dure. Et on va commencer par la première question qui nous tient très à cœur avec Alex. C'est une Et question qu'on certainement t'a, qu'à nous, d'ailleurs. oui, et c'est une question qu'on t'a déjà posée face à face. Tu t'en souviens peut-être sûrement pas. Euh, moi et Alex, on est tous les deux des bons sudistes, mais des sudistes de l'Ouest, tu vois, Ouais, des régions toulousaines. Et on a remarqué que tu portais sur ta tenue, je crois même que tu as un tatouage, tu as une croix occitane sur ta tenue. alors Est-ce que j'ai... tu, Vas-y, finis ta question, excuse-moi. est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, toi qui vis dans le Nord, comment ça, comment se Alors, fait ça? si tu veux, j'ai une croix occitane tatouée sur ma main droite. Et j'ai le 11 du département de l'Aude tatoué sur en haut de mon pouce, en fait. Et j'ai toujours été un sudiste. Je suis né à Carcassonne. Je le dis souvent, le sang coule dans mes veines. Je suis installé dans le Nord depuis, si je dis pas de bêtises, 1997. Ah oui. Mais j'ai jamais perdu le côté sudiste. Je suis et je serai toujours un pur sudiste. Du coup, le Nord, c'est une terre que j'adore, mais c'est ma terre d'adoption. C'est pas, entre guillemets, chez moi. Chez moi, c'est le Sud, en fait. Et sur ma tenue, effectivement, j'ai une croix qui s'apparente un petit peu à la croix occitane. C'est un mix entre la croix occitane et la croix cathare, en fait. Donc, j'ai pris ce petit design parce que ça me tenait à cœur, en fait. Je suis un nostalgique du Sud. J'ai toujours dit que je prendrais ma retraite dans le Sud. Là, cet été, j'ai eu la chance de faire un stage de 5 jours dans la Drôme. Et voilà, bon, même si c'est pas vraiment Carcassonne et sa région, ouais, le Sud, c'est un truc qui est toujours extrêmement spécial pour moi. Et c'est aussi pour ça que je suis extrêmement content le week-end prochain de venir à Marseille parce que voilà, le Sud, c'est globalement, en fait, le Sud, que ce soit à Sud-Est, Sud-Ouest, le Sud, c'est chez moi, quoi. Eh ben C'est écoute, c'est c'est des beau. trucs qui font plaisir à entendre, c'est 3 très beau. sudistes, paf. Nickel. 3 sudistes sur la Euh, chaîne d'une fédération du Sud, c'est remarquable. c'est très bien. Donc tu vois, tu viens de nous dire que tu venais à la TPW le week-end prochain. Donc Oui, dans un premier temps, il me semble pour un stage, si je me trompe pas. ouais, ça faisait longtemps qu'on a parlé avec Vincente, en fait, et la pandémie du Covid a mis un stop un petit peu à tout ça, puis bon, ça a pu se relancer. Ça faisait très longtemps qu'on en discutait. Et moi, la formation dans le catch, je peux pas dire c'est ce que je préfère, mais j'adore faire ça, en fait. Là, si tu veux, j'avais 2 semaines de vacances, et en fait, j'en ai profité pour caler 2 stages. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, en fait, je préfère faire des stages de catch que ne rien faire et profiter de mes vacances, parce que la formation, c'est vraiment mon truc. Et je suis extrêmement content, en fait, de venir à Marseille pour ce stage et voir un petit peu ce que Vince fait avec ses élèves, et puis d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, quoi. Ok. Très bien. Et tu vas aussi en profiter pour catcher, du coup.
Absolument, parce que malgré mes 44 ans, je pense que j'ai toujours un truc à apporter, que voilà, j'assume tout à fait mon âge et j'ai mon expérience en fait. Et si tu veux, il y a beaucoup de jeunes workers en fait qui amènent beaucoup de nouveautés, qui sont plus dans les spots et tout ça en fait. Et moi, je suis plus un peu l'ancienne école en fait, formée à l'ancienne. Et c'est un mix qui est souvent sympa sur les shows. Donc, non, je suis extrêmement content de venir à la fois pour un stage et pour un show et de pouvoir remettre mes bottes de catch parce que ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans que je n'avais pas catché. J'ai remis les bottes le 14 juillet pour la ICWA, mais ouais, la pandémie nous a imposé une pause extrêmement longue, surtout à mon âge. En fait, si tu veux, quand tu as 20 ans, tu te dis, OK, j'ai le temps. Quand tu as 44 ans, tu as un petit peu moins le temps. Donc, du coup, non, mais je suis extrêmement content de venir à Marseille et de pouvoir catcher et de pouvoir m'exprimer sur le ring devant. En plus, un public sudiste, c'est voilà, c'est toujours un peu spécial, quoi. Et du coup, pour annoncer la couleur, tu vas donc affronter à Savage Eddie Marson, qui est l'homme contre qui tu avais gagné le titre TPW et aussi contre qui tu l'avais perdu. Absolument, parce qu'en fait, on avait défendu, enfin, Eddie avait défendu le titre TPW sur la Japan Expo à Marseille. Bon, pour donner un petit peu une idée, en fait, la ICWA, ça fait des années qu'on bosse avec Japan Expo. Alors, Japan Expo, normalement, c'est à Villepinte, dans le 93. Je crois qu'on a dû le faire de mémoire 11 ou 12 fois, il me semble. Et je pense que c'était les 10 ans ou les 5 ans, je ne sais plus, de Japan Expo à Marseille. Ils nous avaient demandé de participer et du coup, ça avait permis, ben, Vincente était sur les shows, Eddie Marston était sur les shows et ça a permis de faire que Eddie défende son titre. J'ai eu la chance de le gagner et malheureusement la malchance de le reperdre quelques jours après, mais bon, ça, on va régler tout ça, je pense, samedi prochain. On va mettre les horloges à l'heure, comme on dit, quoi. Ok. Tu as parlé de formation de jeunes catcheurs, mais qui a formé Pierre Booster Fontaine au final? Parce nous on le sait pas. Est-ce que les gens le savent? Je ne sais pas. Qui est le catcheur qui a formé Pierre Booster? Alors, pour te faire un petit résumé, j'ai été formé par Édouard Carpentier, qui est... Édouard, en fait, c'était quelqu'un qui, à la base, était dans la gymnastique. Hmm. Il a été présélectionné aux Jeux Olympiques juste avant la Seconde Guerre mondiale. Bon, forcément, à cause des événements, bah, il n'a pas pu y aller. Et en fait, il était resté dans ce domaine de la gymnastique. Il avait fini pour devenir cascadeur. Et il était la doublure officielle d'Eddie Constantine, qui était un acteur très connu après la Seconde Guerre mondiale. Et il a croisé Lino Ventura, qui lui aussi venait du catch. Et Lino Ventura lui a proposé de faire du catch, donc il s'est mis au catch. Il est devenu une grosse vedette, notamment à l'Élysée-Montmartre. Et pendant une tournée, il y avait un promoteur qui s'appelait Franck Valois, qui était québécois et qui a vu Édouard et qui s'est dit ça en Amérique du Nord, on n'a jamais vu ça, ça pourrait être cool de le proposer. Donc il a fait venir Édouard au Canada et ça a marché directement en fait. Donc en 56, Édouard Carpentier s'est installé au Canada. Il a eu une énorme carrière aux États-Unis, au Japon. C'était une énorme star à Los Angeles, notamment il feudait avec Pat Patterson, euh, inventeur du Royal Rumble pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, après ça, il était commentateur de fil en aiguille. Il est devenu à la fin de sa carrière commentateur de la WWF à l'époque. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu en fait. En 85, le catch est arrivé sur Canal+. Moi, accroché directement en fait. Et Edouard, pendant une émission, avait dit qu'il entraînait des catcheurs au Québec. Alors même si ça paraît un peu bête de dire ça, en fait, moi, j'avais toujours gardé ça en tête. Et quand j'avais 17 ans, je me suis dit, bah, tous les catcheurs s'entraînent dans les gymnases. Si Edouard il entraîne des gens à Montréal, bah, il doit y avoir des gens dans les gymnases qui savent comment le contacter. Et du coup, j'ai écrit à tous les gymnases de Montréal. J'avais un contact à Montréal en fait qui a déchiré les pages du Bottin de l'annuaire, parce qu'à l'époque c'était l'annuaire, hein. Du coup, il n'y avait pas Internet à ce point-là. Et il m'a envoyé les pages de tous les gyms et j'ai écrit à tous les gyms de Montréal en disant bah, je suis un jeune Français, j'aimerais bien rentrer dans le monde du catch, j'aimerais bien contacter Édouard Carpentier. Il y a une personne qui s'appelait Éric Chevrier, qui était copropriétaire de l'Institut Côté à l'époque, qui m'a dit bah, je connais Édouard et je peux te mettre en contact. Donc j'ai envoyé une lettre qu'il a transmise à Édouard. Édouard a dit bah, écoute,
je serais d'accord de t'entraîner. C'est juste une petite conversation comme ça qui a fait que j'ai décidé de prendre des billets d'avion et de partir à Montréal. Et du coup, c'est Edouard qui m'a entraîné là-bas, en fait. Ok. C'est beau. C'est beau. Et des Euh, années plus tard, c'est toi qui entraîne une majorité de la scène française. Ouais, puis je suis très fier de ça, en fait. Moi, j'ai toujours dit, on est tous les maillons d'une chaîne, en fait. Moi, je crois énormément à ça. Et je suis très fier, en fait, d'avoir reçu l'enseignement d'Edouard, qui est un peu particulier parce que du coup, lui, il venait de la gymnastique. Donc, c'était beaucoup basé sur le physique et sur l'équilibre. Et c'était vraiment une manière particulière d'apprendre le catch, d'avoir appris ça, puis de le retransmettre à mes élèves, en fait. C'est beau. Comme quoi, le catch est souvent qu'une histoire d'audace au final. Tu as été audacieux d'aller chercher les contacts de ces mecs au Canada et au final, bah, ça a payé. Enfin, je pense, Ouais, je pense que ça a c'est payé. ça. Et c'est vrai que je veux absolument. Enfin, j'essaye d'être positif, donc je veux pas dire de trucs un petit peu négatifs ou casser qui que ce soit, mais c'est vrai que des fois, quand j'annonce un stage, j'ai des personnes qui me disent ah oui, mais c'est à 80 km, c'est loin. Moi, quand j'ai voulu apprendre le catch, en fait, Oui. j'habitais à Carcassonne, je suis parti à Montréal, en fait. Donc, j'ai du mal, en fait, des fois, quand les gens me disent ah oui, mais c'est compliqué, il faut prendre un train, ou j'ai du mal à entendre ça parfois, quoi. Oui, bah, c'est comme si on prend plus récent l'exemple de Tom, actuel champion TPW, qui est parti s'entraîner chez Storm, pareil, au bout du monde. C'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu crois en toi et si le but de ta vie, c'est de faire ça parce que c'est très important pour toi, bah, tu te donnes les moyens, en fait. Je sais que Tom, je veux pas, comment dire, j'étais proche de Tom à une époque, en fait, parce qu'il a commencé à bosser pour moi. Euh, il a vendu des journaux sur la plage à Nice pendant des années, en fait, pour pouvoir gagner de l'argent et pouvoir se payer cette formation avec Landstorm. Donc, du coup, il y a un moment, en fait, quand il était sur la plage en train de vendre ses journaux, je pense que c'était pas par plaisir, c'était parce qu'il avait un objectif et il s'est donné les moyens. Donc, pour ça, c'est un exemple, en fait. Si tu veux, il y a un moment, je dis souvent ça à mes élèves, en fait, vous êtes très passionnés, vous adorez ça, mais le catch ne vous doit rien. C'est à vous de vous donner les moyens d'y arriver, quoi. C'est vrai. Bah, Sony, tu as une phrase que j'aime beaucoup qui dit en fait, un catcheur, c'est juste un fan de catch qui s'est sorti les doigts du cul, quoi. Oui, c'est vrai que je le dis souvent, ouais. Ouais. Ouais, c'est un fan de catch qui s'est sorti les doigts du cul, puis après qui a rencontré les bonnes personnes, qui a pris les bonnes décisions, et puis surtout qui a toujours cru en lui et qui a jamais lâché, quoi. De bons conseils si vous voulez lancer une carrière dans le catch, notez bien. Sony, je te laisse. Du coup, on a parlé de ces deux futurs matchs que tu vas faire à la TPW. Comment tu prépares ces combats de catch, du coup? Comment tu te prépares physiquement, mentalement à faire ça, surtout à 44 ans? Voilà, ça doit pas être la même préparation qu'à 20 ans, j'imagine. Non, mais si tu Euh, veux, en fait, c'est comme dans tous les domaines, en fait, l'expérience, ça joue beaucoup. Au fil du temps, j'ai appris à connaître mon corps. Avant que cette sale pandémie arrive, en fait, on avait fait, euh, on avait fait révolution et j'avais la shape de ma carrière. Jamais j'ai été aussi en forme. Et c'est vrai que quand la pandémie est arrivée, ça a un petit peu cassé tout ça, en fait. Euh, Comme pas mal de gens, je pense, j'ai pris un petit peu de poids. Les gymnases ont fermé. Et j'ai essayé d'essayer de garder la meilleure shape possible en fait. Et c'est vrai que je joue beaucoup sur mon expérience en fait, si tu veux. Alors l'expérience, c'est surtout connaître son corps, savoir comment il fonctionne, savoir comment le faire réagir, et puis essayer d'être le plus en forme possible au bon moment. Donc euh, l'avantage que j'ai entre guillemets sur les plus jeunes, c'est que j'ai essayé plein de choses. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas au niveau entraînement, au niveau alimentation, au niveau repos, tout ce qui compte. Et j'ai peut-être cette faculté de me, entre guillemets, remettre en forme plus vite que les autres, de me préparer plus vite que les autres, en fait. Mais c'est un peu comment dire, j'essaye, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, je garde le meilleur. Et bon, après, comme dit, j'ai 44 ans, donc du coup, j'ai fait mon premier match à 18 ans, donc j'ai toute cette expérience, en fait, qui me permet d'avoir ce petit avantage sur les plus jeunes, quoi. Et d'ailleurs, là, puisque tu reviens un peu sur cette expérience, du coup, du côté de l'avenir, comment tu vois ton avenir dans le catch de ton côté? Sachant que, bon, déjà, tu peux sortir de Marseille en étant champion TPW, donc déjà, ça mettrait un petit clair sur l'avenir, mais en général.
Bah, en fait, très honnêtement, quand la pandémie est arrivée, je songeais déjà à prendre ma retraite des rings. Je, plus longtemps que je peux, en fait, j'essaierai de continuer à entraîner et je continuerai à organiser des shows. Mais en tant que catcheur, c'est vrai que je me sentais moins utile sur les shows. Donc, avant que la pandémie arrive, je voulais déjà reprendre ma retraite, en fait. Et si tu veux, la pandémie, ça m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Il y a aussi le fait que mon fils veut devenir catcheur, qu'il a fait son premier match officiel le 14 juillet dernier. Et c'est vrai que j'aimerais bien partager le ring avec lui de temps en temps. Donc, mon état d'esprit, c'était d'annoncer, entre guillemets, officiellement ma retraite et de pouvoir participer à des, entre guillemets, petits shows ICWA, tu vois, des shows d'été où il n'y a pas énormément de publicité sur les réseaux, et de pouvoir participer à ces shows et d'être en interaction avec mon fils. Euh, Maintenant, je me mets, si tu veux, la pandémie a changé beaucoup de choses. Je me donne pas trop de limites. J'ai vraiment envie de faire ce qui me fait plaisir à moi, en fait. Euh, j'ai la chance, bon, si tu veux, j'ai la chance d'avoir mon expérience, de savoir gérer mes préparations. Le point négatif, c'est que bah, j'ai 44 ans, du coup, j'ai eu pas mal de blessures. Donc, j'ai un physique, entre guillemets, un petit peu diminué par les blessures. Et c'est vrai que avant la pandémie, je me disais, OK, il est temps d'arrêter. Et maintenant, je me dis, bah, le temps est venu de se faire plaisir, en fait. Tu vois, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait sur les shows ICWA, c'est un petit peu différent parce que c'est ma structure. Mais j'aime beaucoup, en fait, être sur des structures extérieures où je suis booké juste en tant que catcheur. Bon, le week-end prochain, c'est un peu différent parce qu'il y a un stage. Donc, je suis là en tant que formateur, mais sur le show, je serai juste un catcheur comme les autres. Et ça, j'aime beaucoup et j'ai envie de reconnaître ça, entre guillemets, avant de prendre ma retraite officielle. Donc, bon, j'en profite pour dire que je suis désolé, je fais toujours des réponses très longues. Mais, C'est pas grave. ouais, il y a ça, en fait, c'est que, tu vois, j'ai 44 ans. C'est pas à 55 ans que je vais remplir mes derniers objectifs, en fait. Là, j'ai encore la chance d'avoir un physique qui tient, de toujours avoir la passion. Je pense que ça, je l'aurai tout le temps. Et qu'on me propose des opportunités. Et ça, je suis très reconnaissant de ça aussi, en fait. C'est-à-dire que si on faisait pas appel à moi, ben, j'aurais plus qu'à raccrocher mes bottes et basta. Mais les gens continuent à faire appel à moi. Donc, euh, ouais, pour l'instant, la retraite est entre guillemets. Et je suis plus en mode essayer de prendre du plaisir sur le ring, d'en donner au public, que vraiment de prendre ma retraite pour de bon avant la fin de l'année, quoi. OK. Tu parlais de l'ICWA, quels sont les projets, futurs de l'ICWA quand la situation se sera stabilisée avec le Covid, et la crise, actuelle? Ben écoute, le prochain projet vraiment de la ICWA, c'est le 5e anniversaire d'Andy Catch. On est toujours en attente en fait avec la mairie d'Hénin-Beaumont qui bah, est aussi en attente en fait au niveau du pass sanitaire et tout ça. Bon, je vous apprends rien, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est très dur d'avoir des informations définitives. Normalement, si tout se passe bien, on est censé attendre la semaine du 6 septembre pour décider si Andy Catch se fera fin novembre ou pas. Donc l'actualité chaude de la ICWA, c'est ça. Sachant qu'on a aussi des projets pour 2022. On a un gros projet pour la rentrée 2022, donc bon, c'est dans plus d'un an. Mais la pandémie nous a contraints en fait à... On a annoncé des shows, notamment Révolution, qui devaient se faire. On a annoncé euh, Dieu annulé à cause de la pandémie et tout ça. Donc on marche encore un petit peu sur des œufs, mais le prochain vrai projet, on espère, on croise les doigts pour que ça puisse se faire, c'est le 5e anniversaire d'Andy Catch avec nos partenaires de l'APUI d'Hénin-Beaumont. Parce Donc qu'en plus, vas-y, Sony, vas-y. Handicatch, si je me trompe pas, et c'est un show caritatif. Donc moi, on n'a jamais eu l'occasion de faire, qui est un show caritatif qui est là pour débloquer des fonds pour une association qui a des handicapés, c'est ça? C'est ça, en fait, Ouais. l'APUI, c'est ce qui s'appelait avant les papillons blancs. Ça a changé de nom, en fait, il y a quelques années. Et c'est pour des personnes qui sont en situation de handicap. Et l'APUI d'Hénin-Beaumont, en fait, a créé une structure il y a quelques années qui s'appelle La Passerelle, qui finance sur leurs propres fonds et qui permet aux gens qui ont des personnes handicapées en fait dans leur famille de faire un accueil de jour. Donc c'est un accueil à la journée en fait. Souvent les personnes qui sont en situation de handicap, quand elles ont un handicap assez sévère, en fait elles sont placées dans des institutions qui s'occupent d'elles et elles habitent là en fait.
Et malheureusement, ben, vu qu'il n'y a pas énormément de fonds qui sont consacrés à ça, en fait, il y a des familles en fait, qui ont des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas, entre guillemets, offrir l'opportunité aux personnes en situation de handicap de résider dans des lieux adaptés. Donc du coup, la passerelle, ça leur permet en fait, ben, à la journée, ben, de pouvoir leur offrir cette opportunité. Et vu que c'est sur des fonds propres, ben, nous, on intervient avec la ICWA en fait, pour leur permettre de récolter des fonds. Et du coup, on offre des journées, c'est-à-dire que les familles doivent normalement payer. Et ben, l'argent qu'on permet de récolter, en fait, ben, ça permet d'offrir des journées gratuites. Donc, sur les 4 premières éditions, on a récolté pour la PEI. Alors, quand je dis on, c'est pas que nous, c'est notre travail, c'est le public qui a répondu présent. On a récolté un peu plus de 30 000 euros. Et là, en fait, justement, vu que c'est le 5e anniversaire, on aurait eu l'opportunité de le faire avant, mais le dernier show, on a eu 1360 personnes publiques dans la salle. On était à guichet fermé. Et quand on nous a proposé de le faire avec une jauge de 300 personnes, on s'est dit, ça n'a pas de sens. En fait, tu vois, c'est un show caritatif. On sait qu'on peut mettre un peu plus de 1300 personnes. Pourquoi on va le faire avec 300 personnes? Donc, on préfère attendre et le faire bien que le faire, entre guillemets, juste pour le faire, quoi. 1300 personnes, c'est quand même assez taré. Je sais pas si les gens qui nous écoutent, se rendent compte que 1300 personnes pour du catch français, c'est colossal. Je sais pas si tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai Mmh. que ça dépasse un petit peu les jauges Les habituelles, standards. mais en même temps, oui, mais en fait, c'est le fruit d'un travail. Moi, j'ai toujours dit, la ICWA, en fait, quoi que les gens en pensent, euh, c'est toujours étape par étape. En fait, c'est-à-dire que la première année, on avait un fan de catch, en fait, qui travaillait dans la structure, qui nous avait dit, ce serait peut-être cool, en fait, d'essayer de faire quelque chose. Donc, il nous a mis en rapport avec les dirigeants de la PUI d'Hénin Carvin. Et la première année, on s'était dit, OK, l'objectif, c'est 500, parce que, bon, on démarrait un petit peu de zéro. On a eu 650. L'année d'après, on s'est dit, l'objectif, c'est 750. On a eu 900. Et on est monté comme ça petit à petit. Et en fait, la grande chance, c'est que, enfin, la chance, c'est une chance, oui et non, en fait, parce que c'est le fruit du travail de la ICWA et de la PUI d'Alain Carvin, et puis tous les gens qui ont relayé l'info, c'est que on a créé en fait ce rendez-vous. C'est un peu un rendez-vous annuel que les gens attendent à un bon moment en fait. C'est-à-dire qu'ils savent que la 3e semaine de novembre, bah, c'est Handy Catch en fait. Et, du coup, on a eu la chance de monter en fréquentation comme ça. Et c'est vrai que la dernière fois, bah, écoute, la fréquentation maximale, c'est 1360. Et on a eu 1360 en fait, précisément. Et il y a des gens qui sont arrivés le soir du show et qu'on a dû malheureusement renvoyer chez eux parce que on ne pouvait pas les faire entrer. Et c'est vrai que pour du catch français, c'est relativement rare. Et puis, enfin, nous, on est très fiers de ça parce qu'en plus, c'est pour une bonne cause. Donc, du coup, je ne veux pas dire ça de manière un peu ironique en fait ou sarcastique, mais c'est à la fois c'est bon pour l'association et c'est aussi bon pour l'image du catch français en fait. Et nous, on est relativement fiers de ça, quoi. Il y a de quoi être fier, hein. Il y a de quoi, Complètement. c'est sûr. OK. Au niveau des projets, est-ce que, il est envisageable, dans un futur proche ou pas, une future collab, ICWA, TPW? Absolument, tout est possible. Moi, en fait, depuis que la pandémie est arrivée, en fait, j'ai pris pas mal de recul par rapport au monde du catch FR, en fait, et c'est vrai que notamment sur le show de 14 juillet, les gens ont peut-être été surpris parce que le roster ICWA a radicalement changé. Il y a des gens qui n'étaient pas là avant qui sont arrivés, il y a des gens qui étaient là avant et qui ne sont plus là. Euh, j'ai revu, entre guillemets, un petit peu mes critères de sélection pour les workers qui bossent à la ICWA. Et mon truc, c'est vraiment de bosser avec des gens qui sont pros de A à Z et qui ont une vision du catch un peu old school où en fait c'est le public local qui compte en fait. Je je veux pas créer de polémique inutile en fait, mais il y a des comment dire il y a des fans locaux en fait qui tu sais, ils voient la pub chez eux, style ils habitent je sais pas à Strasbourg, à Rennes ou ils voient des affiches de catch dans leur ville et ils y vont. Il y a des gens qui voient les publicités sur internet, mais c'est un peu comme si c'était une vitrine, tu vois, style le gars il est à Strasbourg, il voit une affiche de catch sur sa boucherie, sa boulangerie, son garagiste, et il y va. Et il y a des gens de la même façon, ils voient une photo, une pub sur Internet et ils y vont. Pour moi, ça, c'est les vrais fans de catch.
Et après, tu as une espèce de communauté qui aime bien s'appeler les smart fans, en fait, et qui ont l'impression qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont absolument pas, en fait. Et moi, j'ai vraiment tendance à me détacher de ça. Et pour moi, j'ai tendance à penser dans mon esprit que tout ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe que parce qu'on leur prête de l'attention. Et c'est vrai que tous les workers qui sont dans l'état d'esprit, en fait, de faire vivre un peu les smart fans ou entre guillemets de faire des courbettes pour vendre du merchandising et tout ça. Moi, j'ai décidé vraiment de me détacher de ça en fait. Donc, il y a une évolution sur le roster ICWA, bah, principalement à cause de ma perception des choses en fait. Et au niveau ICWA, ça restera comme ça. Je pense que la TPW, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le public local et les gens qui viennent à la salle. Moi, ce qui m'intéresse en fait quand je fais un show, c'est à la fin du show, je parle aux gens qui étaient dans la salle et j'ai leur ressenti en fait. Je suis désolé de dire comme ça, mais j'en ai rien à foutre en fait si je fais un show le samedi soir, de me connecter sur Internet le dimanche matin pour savoir ce que les gens qui n'étaient pas au show pensent du show. Tu vois, c'est bête à le dire comme ça, mais c'est vraiment ça en fait. Et je pense que la TPW, c'est un petit peu comme ça. Donc, encore une fois, désolé pour la réponse un peu longue, mais ouais, je pense qu'on a une vision qui se rapproche. Donc, une collaboration un jour, pourquoi pas? Moi, je suis absolument ouvert à toutes les formes de collaboration avec des gens qui, selon moi, on partagent les mêmes valeurs que moi par rapport au catch, en fait, et la même vision du catch. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que donc, bah, du coup, les shows TPW, nous on en fait depuis un bon moment, quoi. Et c'est vrai que le public, alors que pourtant en TPW, c'est quand même un show par mois, voire plus, et c'est quand même tout le temps les mêmes personnes qui reviennent, mais c'est là que c'est encore mieux en plus pour pouvoir instaurer des storylines et tout, ce qui est souvent reproché au catch français, qui est pas de continuité, mais justement là, du coup, tu peux te permettre ce genre de choses en ayant tout le temps le même public, etc., quoi. Le public est plus investi. Effectivement, comme tu dis, c'est plus passionnant que d'avoir des mecs effectivement qui vont juste chier sur ton travail sans même avoir vu le show au final, quoi. Sur deux, trois préavis. C'est clairement ça. Puis après, bon, l'avantage du public local, forcément, le catch, ça a toujours marché par territoire, hein. En fait, historiquement, en fait, le catch, c'est-à-dire que tu développais un territoire, donc tu avais quelques villes, tu avais une station de télé locale, donc tu montrais ton produit sur la télé locale, ça donnait envie aux gens de venir bah, dans les quelques villes que tu faisais, en fait, tu créais ton territoire comme ça. Et moi, je crois énormément à ça, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, on a la chance d'avoir des fans de catch sur Internet quand ils voient la pub qui se déplace. Et en fait, c'est un peu un public local sur une plus grosse localité. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, au lieu de voir les publicités sur les vitrines de leur commerce dans leur ville, ben, ils les voient sur Internet. Mais ils ont le même mode de fonctionnement. Et c'est très différent des smart, en fait. Donc, du coup, ouais, c'est développer une communauté, développer des gens qui sont là juste parce qu'ils sont fans de catch et parce qu'ils veulent passer un bon moment, en fait. Tu vois, moi, la vraie. Je pense que les fans de la TPW, ils viennent, ils voient les shows, ils passent un bon moment, ils ont envie de voir le prochain show, mais ils se, ils se, tu vois, ils vivent le moment en fait. Ils sont pas là pour analyser, pour se dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le show, ce genre de choses. Tu vois, moi enfin, j'en ai souvent parlé. Tu vois, sur un show Révolution, j'avais une personne qui était venue qui s'occupait d'un podcast et qui m'avait dit en tant que fan de catch, j'ai adoré le show. Par contre, en tant que fan qui fait un podcast, je vais être obligé de le détruire en fait. Et tu vois, dans ma tête, ce jour-là, je me suis dit, ok, bon, elle, déjà, bon, c'était une fille, elle a frisé. Et puis surtout, ça m'a remis un petit coup de réalité de me dire, ouais, la priorité, en fait, c'est le côté old school du catch, c'est les gens qui sont dans ta salle et ton territoire, en fait, tu vois, les gens qui font l'effort de se déplacer pour voir ton show et qui sont là pour vivre le moment, en fait, pas qui sont là pour se dire, tiens, je vais pouvoir dire ça sur le show, quelque part, on s'en fout, en fait, il faut vivre le moment. Et comme les catcheurs le vivent, en fait, tu vois, c'est du partage, quoi. Après, moi, je trouve ça aberrant de se dire j'ai bien aimé le show de catch, mais parce qu'il faut que je fasse des vues, je vais en dire de la merde. C'est Donc, clair. j'ai Ça, un peu de c'est mal quand à même. comprendre cette stratégie, mais bon, c'est comme ça. Tu parlais de gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Est-ce que il y a des catcheurs en France avec qui tu partages des valeurs que tu n'as jamais affrontées et que tu aimerais affronter? Alors, en termes de valeurs, alors c'est pas forcément des valeurs personnelles, c'est des valeurs en tant que pro, en fait, dans le catch. Il y a des gens que je respecte infiniment,
quelle que soit une question d'âge, tout ça, c'est pas important. Mais parce qu'ils ont des valeurs professionnelles qui sont les mêmes que moi, en fait. Ils ont des valeurs old school, ils sont pour défendre le business, et ils ont la même vision que moi, en fait. Et c'est pas une question d'affinité, style, ah, je le trouve sympa, blablabla. Bah, le premier, même si je l'ai déjà affronté, en fait, il y a Lucas Di Leo qui est un peu, à qui je parle souvent. Euh, dans le même ordre d'idée, il y a Peter Fischer, à qui je parle beaucoup moins souvent, parce que voilà, on a un petit peu moins d'atomes crochus peut-être, mais que je respecte aussi infiniment. Les deux sont mes élèves en fait. Mais maintenant, c'est plus vraiment le cas d'élèves en fait. On a plus une relation de pro à pro. Euh, Comment ne pas citer Tom Laroufa, en fait, qui a fait ses toutes premières chutes sur mon tout premier stage de catch que j'avais organisé à Dijon avant qu'il parte à s'entraîner chez Landstorm. Euh, j'ai déjà affronté Tristan Archer. Pareil, lui, il avait fait ses premières chutes sur un stage que j'avais organisé à Bayeul avant de partir chez Landstorm. Euh, qui c'est que je pourrais citer un gars qui travaille extrêmement bien, c'est Aigle Blanc. J'ai jamais catché un contre un contre Aigle Blanc et pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs workers français. Je suis désolé pour tout ce que j'oublie, hein. J'en oublie certainement, mais là, c'est les premiers noms qui me viennent en tête. Jack Spain aussi. Jack Spain, je pense pas l'avoir catché en un contre un. Moi, j'ai une carrière qui fait un peu plus de 25 ans, donc j'ai quelques pertes de mémoire. Je pense que j'ai jamais catché Jack en un contre un et j'aimerais beaucoup. Euh, Ouais, je suis vraiment désolé pour les personnes que j'oublie, mais c'est les premiers noms qui me viennent en tête, en fait. Ouais, ça fait une jolie petite liste déjà. Tu nous as Oui. dit que donc, ton fils commençait tout juste le catch? Ouais, il a fait son. En fait, il a Ouais. fait une apparition au dernier Handy Catch dans le Royal Rumble, et qu'on avait appelé le French Rumble. Et il a fait ses débuts officiels dans un match sur le dernier show de la ICW le 14 juillet. Et en fait, il a été sur mes stages. En fait, il a quasiment fait ses premiers pas sur le ring. Et ça fait des années que quand je fais des stages, s'il peut être là, il est là. Et mais si tu veux, je l'ai absolument jamais poussé à faire du catch. Et souvent, je lui pose la question et on en discute. En fait, je lui dis, écoute, c'est pas parce que entre guillemets, t'es le fils de Booster que tu dois faire ça et ça. Je veux vraiment, j'insiste pour qu'il le fasse pour lui et par passion en fait. Et, euh, et il a ce truc vraiment de là quand on était dans la Drôme, il était avec moi. Le dernier stage qu'on a fait au Bodizoy, il était aussi avec moi. Euh, j'ai envie d'être là en fait, si tu veux, sur certains shows, notamment aussi au niveau de ma retraite. C'est ce qui m'a fait pas renoncer à prendre ma retraite à 100%, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait que j'aimerais bien être sur des shows, notamment ICWA, où mon fils est booké pour pouvoir le voir évoluer, tu sais, pour peut-être dans quelques années partager le ring avec lui. Et alors ça, c'est plus le papa qui parle en fait. C'est-à-dire que c'est des moments extrêmement précieux. Euh, et là, comme dit, c'est pas le catcheur qui parle, c'est vraiment le papa. En fait, c'est une sensation très particulière en fait où moi le catch c'est la passion de ma vie, de pouvoir partager ça avec mon fils, de partager des vestiaires avec lui. Le 14 juillet en plus ma fille a fait aussi son premier match en équipe avec moi, donc il y a des choses qui se mettent en place et que pour le dire simplement en fait en tant que papa c'est des trucs que j'ai envie de vivre, donc et j'ai pas envie de m'interdire de vivre ça, donc j'ai envie d'être là encore autour des rings pour voir évoluer mon fils, peut-être pour partager le ring avec lui un jour. Et j'ai hâte que ces moments arrivent en fait. Ça serait incroyable quand même pour l'histoire, quoi, d'aller chercher un titre par équipe avec ton fils, quoi. Écoute, dans le catch, j'ai toujours dit en fait, moi ce qui me passionne dans le catch, c'est que le catch, euh, quand tu considères un show et que tu sais que tu vas faire un show, quelle que soit la date, on va dire je dis n'importe quoi, le 17 avril, là tu sais que Mhm. tu pars d'une page blanche en fait. Et du coup, tout peut arriver. Et c'est cette magie en fait qui fait que tout peut arriver, tu vois. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passera dans le futur, les interactions avec mon fils, ou avec ma fille, ou avec leur mère, qui a pris sa retraite aussi, mais qui, quand il y a une occasion spéciale, revient. On ne sait pas, en fait. Donc, et c'est vraiment ce côté, tout est possible dans le catch, moi, qui a contribué à ma passion au fil des années. Parce que le catch m'a permis de connaître plusieurs vies, tu vois. Je le dis souvent, j'ai eu la chance un jour de tomber sur le catch sur Canal+ en 85. Et ça a radicalement changé ma vie, en fait. Tu vois, j'ai eu une vie 10 fois plus intéressante que si j'avais jamais croisé le catch. Donc, même après 25 ans, et là j'ai 44 ans,
j'ai quand même hâte de voir ce que le futur me réserve en fait. C'est beau. Ok, bon, on avait prévu une question justement sur ta fille, si elle prévoyait de faire du catch, donc du coup tu y as déjà répondu, donc pas la peine. Ouais. Ça a été le même cheminement avec ta fille qu'avec ton fils pour le catch du coup? Alors, mon fils a toujours été passionné de catch et a participé au stage dans le ring. Le in-ring, c'est vraiment son truc. Il a des capacités athlétiques, voilà, certaines en fait, si tu veux. Puis le côté physique, c'est vraiment son truc. Ma fille a toujours été passionnée de catch, mais plus l'aspect organisation, booking et tout ça. Le show du 14 juillet, alors je sais que ça a créé quelques polémiques, mais en fait, si tu veux, j'avais booké une catcheuse qui finalement ne pouvait pas être là. Et donc, du coup, la mère de mes enfants, du coup, mon ex, Boula Punk, a pris la place. Et du coup, il y avait une autre catcheuse qui devait venir, qui s'est blessée au bras. Et 3 jours avant, en fait, j'étais en plein, j'avais pas de catcheuse. Et je me suis dit, écoute, j'ai proposé à ma fille en disant, écoute, on va peut-être faire un match à 4, parce que ma fille, elle est aussi sur les stages, mais elle est plus à l'extérieur du ring. De temps en temps, elle monte dans le ring, elle fait quelques trucs, mais elle est moins passionnée par ce qui se passe dans le ring, plutôt par le côté booking, personnage et tout ça. Et du coup, j'en ai parlé à ma fille, elle n'était pas forcément très chaude parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas le faire. Et si tu veux, moi, vu que je fais ça depuis très longtemps, on a fait un match mixte par équipe, moi et ma fille, contre la mère de ma fille et Légion, du coup, qui est aussi un catcheur expérimenté. Et je lui ai dit, écoute, il ne peut pas se passer grand-chose, en fait. Moi, je vais faire la plupart du match, tu fais quelques interventions et ça va bien se passer. Et ça a été un peu un révélateur pour ma fille. Euh, et du coup, voilà, elle veut le stage au Bodyzoy, le dernier stage, elle a fait quelques trucs. Le stage dans la Drôme, elle a fait quelques trucs. Est-ce que ça veut dire qu'elle va recatcher? Je ne sais pas. Mais là, pour le coup, elle a un petit peu rendu service son organisateur de papa parce que j'avais besoin d'une catcheuse que je n'avais pas. Et, euh, alors, je vais quand même, je devrais peut-être pas en parler, mais je vais quand même en parler en fait. Je ne sais pas si sur ce dernier show, en fait, je n'ai pas eu de catcheuse parce qu'effectivement les catcheuses étaient blessées ou pas disponibles, etc. Ou parce que je fais partie des organisateurs qui, comment dire, sont censés, entre guillemets, utiliser les catcheuses pour faire vendre leurs produits et blablabla. J'ai entendu beaucoup de choses là-dessus récemment. Moi, en tant qu'organisateur, quand je fais une affiche, euh, je mets toujours, style, s'il y a un match spécial, style un match par équipe ou un match hardcore, je le mets sur l'affiche parce que l'affiche me sert à vendre mon produit. Et si j'ai du catch féminin, bah, du coup, je le mets sur mon affiche parce que c'est un petit peu particulier, si tu veux. Et la catcheuse qui était censée venir, en fait, m'a reproché de mettre catch féminin sur l'affiche parce que c'était pas respectueux pour les femmes, en fait. Alors, du coup, j'ai toujours le doute. Est-ce qu'elle était vraiment blessée? Est-ce qu'elle n'est pas venue parce que ça lui plaisait pas? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, maintenant, je sais que, quel que soit l'état d'esprit et l'humeur de certaines catcheuses, au pire, j'ai un match entre Boula Punk et Valou, du coup, entre mon ex et ma fille, qui peut toujours sortir si jamais les catcheuses décident de sortir des arguments un petit peu particuliers, quoi. Ok. Tu Juste pour parlais. revenir, Ouais, attends, vas-y, juste pour vas-y. revenir sur ce que tu as dit, je trouve ça très triste quand même de parler de valeurs voilà, en termes de com, etc. Et au final de planter le show en simulant une blessure, quoi. Enfin, si c'est le cas, je trouve ça très Alors, triste. je vais être très honnête, je ne sais pas si la blessure était simulée, mais j'ai eu la catcheuse au téléphone, on a discuté un petit peu parce que bah, je voulais savoir un petit peu ce qui se passait. Et, euh, et j'ai eu la surprise infinie que cette catcheuse. Alors, j'assume le fait de résumer, mais il faut que ça. Voilà, j'ai pas 30 minutes pour l'expliquer. En fait, si tu veux, c'est parti du. Tu mets catch féminin sur ton affiche et ça a fini 2 minutes après par tu promeus la culture du viol. Et moi, en fait, comme je lui ai dit, en fait, mon ex, Boula Punk, elle a été sur les rings pendant 20 ans. Ma fille, qui a 17 ans, elle est sur les rings. Et je trouve très dur, en fait, de dire à quelqu'un qui est organisateur de catch, d'accord, et qui est catcheur, d'accord, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu lui dis, en fait, tu promeux la culture du viol, style, tu es d'accord pour le viol, en fait, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez horrible parce que j'ai trouvé que c'était un peu une espèce de délire. Et après, je me suis dit que la catcheuse ait été blessée ou pas, si elle était venue, dans tous les cas, elle aurait amené cette espèce de mentalité avec elle. Donc, au final, bah, Oui, c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'essaye de me détacher de tout ce qui est Ah, virtuel et de me rapprocher un peu de la réalité
c'est peut-être méchant de le dire comme ça, mais des gens normaux, tu vois. On est dans un business où l'idée, c'est que tu organises des shows, il y a du public qui vient. Du coup, tu fais rentrer un petit peu d'argent, ce qui te permet de faire des shows. Et en fait, c'est un fonctionnement un petit peu basique, en fait, si tu veux, mais qui a toujours existé, qui fait que notre business existe. Et ça, c'est la normalité, en fait. Et moi, ce qui me chagrine un petit peu dans le catch, c'est on dirait que la normalité et le réel existent de moins en moins, et que les gens, parce que le catch, peut-être, tu vois, c'est des storylines, c'est des personnages. Il y a une espèce de monde de la virtualité qui est rentré dedans et j'ai l'impression que ça pourrit un peu tout, en fait. Et moi, j'ai vraiment envie de me détacher de ça, quoi. Je suis d'accord. Ouais, surtout quand il y a eu un cas, alors moi qui ne vais peut-être pas vous concerner, il y a quelque temps, je sais pas si tu connais le catcheur MJF, du coup, Booster. Je vois, j'ai déjà entendu le nom, oui. Bah, il a fait une photo, il était en feud avec un catcheur qui fait du jeu de rôle en fait. Et il a fait une photo en disant moi je fais pas de jeu de rôle en affichant ses muscles. Et un acteur très connu qui lui fait du jeu de rôle était particulièrement musclé a répondu moi j'en fais. Et en fait il y a eu un espèce de déchaînement de haine, que ce soit des fans de catch ou des fans de jeux de rôle, juste pour une photo qui est sortie, qui au final est sortie de son contexte en fait. Et je trouve que ça fait assez, ça ressemble beaucoup à la situation que tu nous décris quoi. Les gens ne prennent plus le temps de comprendre et vont juste voir le paraître et pas forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Je sais pas si du coup mon parallèle est bon, il est peut-être complètement à Non, mais côté, mais je comprends ce que tu veux dire, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange un petit peu, alors, on s'éloigne un petit peu du catch, mais ça concerne quand même le catch, c'est-à-dire que il y a des gens qui essayent d'exister par le fait d'être victimes d'une situation, en fait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, des catcheurs vont dire oui, on n'est pas utilisé par cette structure et c'est dégueulasse parce que blablabla, ou parce que le promoteur, s'il il est méchant ou il aime pas ceci ou cela. Et dans la société, on a beaucoup ça, en fait. Les gens se regroupent par comment dire, par victimisation commune, en fait. Tu vois, il y a des communautés qui se créent à droite à gauche et, euh, et moi, j'ai du mal à comprendre que le catch, ça existe comme ça, en fait. Si tu veux, le catch à l'époque, quand j'ai commencé, c'était vraiment on est tous les workers, quel que soit le gars pour qui tu bossais, en fait, on était fiers d'être catcheurs parce qu'on l'avait gagné, parce que ça nous différenciait des autres. Et il y avait vraiment les catcheurs d'un côté qui avaient vraiment taffé et qui avaient des valeurs communes, et le respect du vestiaire, et le respect des anciens, et le respect du business, et tout ça. Et ça s'est délité de plus en plus parce que le business étant ce qu'il est, ben, les anciens sont partis. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont rentrés, peut-être moins avec ces valeurs-là. Et l'exemple que tu donnes, oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Est-ce que c'est vraiment être une victime de se sentir agressé par rapport au jeu de rôle, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus important dans la vie que ça, tu vois? Il y a un moment, alors sans vouloir critiquer, mais tu vois, il y a des trucs de stigmatisation comme ça, style, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de catcheuses en France enfin, il y a pas beaucoup de catcheuses en France, mais parmi le peu de catcheuses qu'il y a, il y en a beaucoup qui pensent que du coup, elles sont maltraitées par les structures. Euh, Moi, tu vois, j'ai une catcheuse qui m'a parlé il y a quelques temps parce que j'ai descendu, vu qu'il y a eu la pandémie, en fait, je trouvais que ça avait plus de sens de maintenir tous les titres. Donc, le titre poids lourd est resté sur Mike DiVecchio et tous les autres titres ont été suspendus, tu vois. Et il y a une catcheuse qui m'a contacté en me disant le titre féminin de la ICWA, c'est dégueulasse de le suspendre, blablabla. C'est dégueulasse ce que tu fais par rapport aux catcheuses. Mais, mais en même temps, tu vois, la ICWA, c'est peut-être la seule structure française qui a eu un titre féminin pendant quoi, C'est 15 ça. ans. Et en fait, je lui disais, mais tu pointes le doigt sur moi. Mon ex, en fait, ça a été une catcheuse. Elle a catché contre des Américaines, des Japonaises. J'ai fait venir des Américaines, j'ai fait venir des Japonaises. Ma fille a fait son premier match de catch. Pendant 15 ans, il y a eu un titre ICWA qui a été féminin, qui a été défendu en France, à l'étranger, qui a même été défendu aux États-Unis. Et c'est moi qui ai fait du mal au catch féminin. Tu vois, et c'est ça, ce truc, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis désolé de le dire comme ça, mais les faits ne comptent plus. En fait, les gens, ils sont un peu dans leur délire, dans leur psychose. Et tu te dis, mais il n'y a pas un moment où tu mets deux pieds dans la réalité et tu regardes ce qui se passe, en fait. Euh, Comme tu dis, tu vois, pour revenir à l'exemple que tu donnes, une photo va créer une polémique, en fait. Et une photo, c'est juste une photo, tu vois. Il y a un moment, il faut que les gens se calment, tu vois, et essayent de revenir à une espèce de rationalité, quoi. ouais. Moi, ce que je Complètement. trouve très dommage vis-à-vis du catch français, c'est qu'on va entendre des workers comme des workers, peu importe, dire
moi, j'irai pas catcher chez un tel pour X, Y raison, mais si on trouve les mêmes torts sur des fédérations américaines ou anglaises, par exemple, là, il y aura plus de problème à aller catcher contre un tel et un tel, même si on peut lui reprocher un tel ou un tel fait, quoi. Ouais, mais c'est le parfait exemple. Moi, la fille dont je parlais tout à l'heure, enfin la catcheuse dont je parlais tout à l'heure, qui m'a dit que je défendais la culture du viol en mettant catch féminin sur mes affiches. 4 semaines après, elle était bookée, je pense, sur un tournoi. Il me semble que c'est en Angleterre, 100% féminin. Il y avait marqué catch féminin partout et ça l'a pas gêné, quoi. Du Oui, coup, voilà, il y a un exactement. moment, c'est tellement ridicule en fait que il n'y a pas de mot qui existe en fait pour exprimer le mépris que j'ai pour ces gens-là en fait. Et vu que je veux pas avoir de négativité dans ma vie, bah, quelque part je me dis ok, ça n'existe pas, je te raye et puis basta. Fais ta vie, vis selon tes critères de. Bah, tu vois, moi, je suis désolé de le dire comme ça, mais si quelqu'un se lève le matin et se dit essaie de se convaincre qu'il est une victime de tout, bah écoute, j'ai pas envie que tu sois dans mon cercle en fait. Donc je te souhaite le meilleur et vis ta vie, mais tu la vivras pas à côté de moi et tu la vivras pas sur mes shows. Et j'espère que je ne serai pas sur des shows où il y a des personnes comme ça, en fait. Oui, parce qu'au final, comme tu as dit, c'est pas des gens qui vont apporter grand-chose au final, voire même, ils vont peut-être même desservir le climat de ton vestiaire plutôt qu'autre chose, quoi. Ben, c'est ça, mais c'est le genre de personnes qui, tu leur dis par exemple, tu as un show avec 6 matchs et ils font le deuxième match. Ils disent, ouais, mais moi, je préférais faire le cinquième match avant le main event. Et je dis, mais pourquoi? Pas parce que c'est moi. Tu sais, il y a un moment, le parce que c'est moi, donne-moi des arguments par rapport au business, tu vois, mais donne-moi des vrais arguments, pas parce que tu es une fille. Parce que qu'est-ce qui a fait que tu es une fille? Tu vois, la nature a décidé que tu naissais comme une fille. Ah oui, mais parce Vous avez une que chance sur deux. c'est ça, et parce que j'ai. Ah oui, mais je fais partie de telle communauté. Bah, je m'en fous, t'as pas décidé en fait. Ah oui, mais du coup, enfin, tu vois, les gens ont ce truc de je veux que tu me donnes, mais je vais pas faire les efforts possibles pour gagner, tu vois. Il y a un moment, j'en parlais. Euh, une fois, j'ai fait venir Chris Hero pour un show et du coup, il est resté une semaine en fait. Et je l'ai fait tourner à droite à gauche pour des séminaires et on en parlait beaucoup. Et dans tous les séminaires qu'il faisait, que ce soit en France ou en Belgique, il disait toujours aux stagiaires, le catch ne te doit rien. Le catch te donnera peut-être, mais le catch ne te doit rien. Tu peux consacrer 10 ans de ta vie au catch et en ressortir sans rien. Ce ne sera pas la faute du catch, ce sera ta faute à toi en fait. Et cette mentalité-là, malheureusement, chez beaucoup de jeunes, elle a été perdue en fait. Si les gens décident qu'ils vont être une star du catch, alors je ne sais pas par quel miracle, il faut qu'ils soient une star du catch. Mais la vraie vie existe en fait. Tu vois, il y a un moment où moi je fais du catch. Ça a été mon métier exclusif pendant plus de 10 ans. Et, mais j'ai une vie à côté, en fait. Tu vois, si demain le catch s'arrête pour X, Y raison, j'ai ma vraie vie à côté, tu vois, c'est pas un drame. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont une vie qui les satisfait pas beaucoup et en fait qui se mettent dans une espèce de trip. Il faut que je réussisse dans le catch, sinon ma vie est ratée. Mais je, je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais le catch, c'est que du catch, en fait. Faut relax, quoi. Surtout à l'échelle du catch français, c'est vrai que bon. Ouais, c'est exactement ça. Oui, il y a un moment où si vraiment tu as l'impression que exister sur 3 shows par an, ça te fait exister, ça te donne une vie que t'as pas, chaud quoi. Hein. J'aimerais pas être dans tes baskets quoi. Quelque part, tant mieux pour eux. Si Ouais, ça peut les satisfaire d'exister sur 3 shows, bon, au moins, c'est il leur en ça, faut mais pas moi ça beaucoup, quoi. me. Ouais, et puis moi j'ai toujours tendance à être un peu condescendant avec eux. J'aime pas être condescendant parce que je les regarde avec un peu de pitié et j'aime pas regarder les gens avec pitié. C'est pour ça que je préfère me dire en fait qu'ils quelque part ils n'existent pas, même si je sais qu'ils existent, mais ma vie et ma carrière est mieux en me disant que ils appartiennent pas au business que moi j'adore et que j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour le défendre et le mettre en avant. Et j'ai l'impression que, même si c'est peut-être dur que ce que je vais dire, mettre ces gens-là de côté, ça me semble bien pour le business en fait. Je suis d'accord. Et du coup, pour en revenir là sur ICWA, du coup, tu as dit que tu allais tout plus ou moins restructurer. C'est qui les Ouais. noms, du coup, que tu as en tête qui sont amenés à participer au prochain show? Ben, en fait, c'est le show du 14 juillet, par exemple, il y a Ravage qui était là, qui est un catcheur belge qui a fait ses débuts à la ICWA. Euh, il y avait Achille aussi, qui est un catcheur belge, qui avait jamais catché à la ICWA, qui a fait ses débuts. En fait, je pourrais citer d'autres noms, en fait, mais si tu veux, c'est le truc de bosser avec des bons pros qui vivent le business pour ce qu'il est. C'est-à-dire que,
Ils passent pas forcément la totalité de leur vie sur les réseaux sociaux. Ils ont une vie. À côté, ils ont la carrière dans le catch. Ils font tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la carrière dans le catch, mais ils n'existent pas à travers leur carrière, en fait. Et moi, j'ai vraiment envie de travailler avec des gens comme ça. Il y a quelques jours, j'ai échangé quelques messages avec Tom Laroufa, en fait, où moi, je lui disais, j'ai envie de couper avec le monde du catch FR. Et lui, il me disait, oui, mais ça fait partie du business. Et on discutait un petit peu de ça. Pour moi, il y a une vraie différence entre le business et le monde du catch FR. Le monde du catch FR, c'est à la fois les workers, certains fans, et c'est une espèce de marécage pour moi. Et le business, c'est juste les shows, les structures et les vrais pros. Et en fait, j'ai plus tendance à me tourner vers ces gens-là. En fait, c'était, pour le dire simplement, c'est des adultes qui ont ce qu'il faut dans leur vie réelle pour être comblés et épanouis, et qui à côté ont le catch, qui vivent ça pour les bonnes raisons. Et j'ai envie d'être entouré de gens comme ça, tout simplement, en fait. C'est bon. J'espère en tout cas que ça donnera de grandes choses pour ICWA. Ben écoute, la ICWA, ça a toujours été par phase, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a des moments où, dans l'histoire, entre guillemets, de la ICWA, il y a toujours eu des phases un peu de rupture et de renaissance. Et en tant que dirigeant de la ICWA, j'ai toujours été à la base de ça, et j'ai jamais regretté, parce qu'il y a un moment où comment dire, moi, vu que je dirige l'ICWA et que je m'occupe d'énormément de choses, il faut que le produit me corresponde, en fait. Et si tu veux, il y a un moment où ouais, j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui partagent la même vision, en fait. Et comme dit, en fait, si tu veux, avant que la pandémie arrive, on avait déjà commencé à se diriger vers des shows 100% grand public. Alors, quand je dis grand public, c'est public local, vraiment local et local Internet. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'y reviens pas. Et nous détacher vraiment des fans de catch Internet, blablabla. Et c'est un truc que je veux continuer parce qu'il y a une certaine forme de zénitude, et surtout, je pense que c'est ce qui est bon pour le business, en fait. Je suis d'accord. Sony? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Alex, est-ce que tu as d'autres questions à poser à Pierre, du coup? Bah écoute, on arrive à l'heure, donc Ouais, je vais pas pense me qu'on va. lancer un peu Je pense plus, même qu'on. si c'était un plaisir en tout cas. Ouais, ça c'est Alors, clair. est-ce que je peux prendre 2, 3 petites minutes pour dire un truc qui pour moi est important? Vas-y, c'est Bien ton sûr. émission. Vas-y. Ok. Il y a certaines choses qui se disent sur la TPW. La TPW, c'est une structure qui a le mérite de faire exister le catch dans le sud de la France, partie de la France qui m'est très chère. J'ai rencontré Vincente, et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la question, c'est le professionnalisme. Il y a des gens avec qui j'ai plus ou moins de facilité à m'entendre au niveau caractère, mais qui sont des pros. Pour moi, Vincente est un pro, sa structure est une structure pro. J'ai eu des gros différends avec Vincente, je m'en suis jamais caché, on s'est expliqué. Euh, j'ai vraiment hâte d'être le week-end prochain sur le ring de la TPW, que ce soit pour le stage ou que ce soit pour le show, de voir les fans de catch sur Marseille, de voir les fans de catch plus globalement du Sud. Et moi, je dis toujours la même chose, en fait. Quoi que vous entendiez sur une structure, soyez adulte et faites un truc tout simple. Vous déplacez, vous achetez un billet, vous regardez le show et vous vous faites votre avis. Ne laissez jamais des gens vous dire quoi penser. C'est vrai pour le catch, c'est vrai pour tout. On vit une période super troublée avec la pandémie. Donc voilà, ça marche pour tous les niveaux. Ne laissez pas des gens, en fait, décider pour vous. Déplacez-vous, vous êtes grand, vous êtes fan de catch, faites-vous un avis. Vous kiffez, vous revenez. Vous kiffez pas, vous revenez pas. Je peux juste vous dire un truc, si vous allez au show du TPW le week-end prochain, vous allez kiffer et vous reviendrez. Ça, c'est sûr et certain. Bon, Merci. ça. Moi Merci à j'applaudis. toi. On va s'arrêter là sur ces belles paroles. Merci Pierre de nous avoir accordé de ton temps. Ça fait bien plaisir d'avoir des gens de ton calibre dans cette émission-là. Bah, un Ça a grand été, merci à vous pour l'invitation. ça a été Reviens ça a quand été tu veux. Hein. Alors là, au plaisir. voilà. Et ben, on vous donne rendez-vous au prochain show de la TPW, donc la semaine prochaine, si je ne m'abuse, enfin, en fonction de comment sortira C'est cette ça le émission. 4 septembre. Voilà, le 4 septembre. Voilà, bon, nous, on n'y sera pas, mais sur les futurs shows, on fera un plaisir de Je discuter serai avec en vous. octobre.
Ouais, peut-être que j'y serai aussi, on ne sait pas. C'est le petit mystère. Et merci à vous, merci encore Pierre pour ta sincérité, ton partage. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens comme toi dans ce milieu. Bah, encore une Et on fois, avec grand plaisir, merci à vous. Merci et d'exister. voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, un bon courage pendant cette situation un peu compliquée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.